Bonjour à tous, merci de votre patience pour ce petit réglage technique donc, qui est réglé. Alors, je me présente rapidement, je suis Marie Allopé, je suis manager au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Abilone. Chez Abilone, on fait vraiment de l'accompagnement en fait, des territoires sur des problématiques de territoires intelligents, villes intelligentes, et on aide finalement les territoires à définir et mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Donc chez Abilone, on est aujourd'hui une trentaine de consultants. On utilise essentiellement de la méthodologie autour de l'intelligence collective, voilà, pour élaborer des designs de services. On s'appuie sur le lean management et l'agilité pour contribuer à innover avec les territoires et proposer des projets qui correspondent vraiment à leurs besoins, à leurs attentes et qui soient surtout le reflet de leurs problématiques en territoire, puisque l'idée c'est bien de bâtir des projets et des solutions spécifiques à chaque territoire. Donc on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui avec Léo, que vous allez avoir l'occasion de découvrir aussi avec la solution Open Source Politics qu'on va présenter aussi tout à l'heure. Et l'objectif de cette conférence, c'est aussi un peu de vous partager notre vision et nos convictions autour de l'implication des citoyens pour co-construire la ville intelligente. Alors, quand on parle de co-construction, on voulait d'abord un peu poser ce concept et déjà partager avec vous cet article qui est paru pas plus tard que la semaine dernière dans la Gazette des communes et qui titre « La co-construction des politiques publiques, un nouvel impératif pour les DG des collectivités ». Clairement, je vais m'arrêter sur un terme, c'est le terme co-construction. Aujourd'hui, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, sans doute un peu galvaudé aussi, mais il y a un consensus qui est très clair sur la nécessité d'instaurer un nouveau dialogue avec les citoyens, de réinventer aussi le dialogue avec les citoyens et finalement la façon dont on peut co-construire, inventer, réinventer la concertation avec ses propres citoyens. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'impliquer les citoyens ? Finalement, c'est important parce que déjà, ils le demandent. Quand on regarde les études, 3 citoyens sur 4 souhaiteraient être davantage impliqués dans la construction des politiques publiques, des services publics, des projets qui vont demain impacter leur quartier et leur ville. C'est important aussi de les solliciter, les citoyens, parce que c'est la nécessité d'être sûr de déployer une solution qui corresponde à leurs besoins, qui soit utile et surtout adaptée. Donc finalement, qui de mieux que le citoyen pour exprimer lui-même son besoin et dire ce dont il a besoin et envie. Par exemple, quand on travaille en atelier de design de service avec Abilone et avec des collectivités, on va sans cesse poser au cœur de nos réflexions le citoyen, ses besoins, ses enjeux et ce à quoi on doit répondre. Et quand on analyse dans ces ateliers les solutions qui s'offrent à nous, qui peuvent être innovantes, qui peuvent être un peu disruptives, un peu technologiques ou des fois pas, on vient quand même toujours faire cet aller-retour entre le besoin du citoyen et les solutions pour que dans la solution in fine qu'on va imaginer avec le territoire, on soit vraiment dans la réalité du citoyen et qu'on ne s'écarte pas de cette réalité. C'est bien un des enjeux fondamentaux. Et puis, consulter les citoyens, c'est aussi recréer du lien, et un lien que peut-être les élus ont le sentiment de perdre. On voit aussi que les citoyens ne se mobilisent plus beaucoup pour les urnes, donc ça, c'est à des échéances assez étalées dans le temps. Mais c'est aussi recréer un lien constant avec la ville, les services de la ville et les agents. Donc c'est aussi pour le citoyen une manière de s'exprimer, et c'est un peu c'est ce qu'on va voir après, et il y a une volonté de transparence aussi derrière. Finalement, je suis citoyen, je paye des impôts, des taxes sur ma ville, donc j'ai envie de savoir ce qu'on va en faire, j'ai envie de donner mon avis aussi sur les futurs projets qui vont peut-être impacter mon quotidien. Alors, la co-construction, quand on parle de ça, on se dit c'est quand même super, c'est vrai, c'est ce concept de co-construire la ville, mais finalement, c'est pas du tout nouveau. Et quand on fait un peu un flashback, on voit bien que c'est dès la naissance de la construction des politiques publiques, alors on est déjà dans l'amorçage des années 80 où on met en place des outils institutionnels comme les conseils de quartier, les conseils de jeunes, les conseils d'anciens. Donc ça, ce sont déjà des outils au service de la co-construction de la ville
Alors on ne parlait pas à l'époque encore de territoire intelligent ou de ville intelligente, mais c'était déjà des premières briques pour co-construire la ville avec ses habitants. Donc finalement, les limites quand même de ces outils-là viennent vite au devant de la scène, puisqu'on limite aussi un peu le champ d'action et la population à qui on va s'adresser. Finalement, il n'y a pas une grande représentativité de ces citoyens qui participent à ces conseils de quartier, ce qui fait que, au bout du bout, dans les solutions qu'on va imaginer, on peut penser qu'elles ne soient pas tout à fait le reflet des besoins de l'ensemble de cette frange de la population qu'on essaye de toucher. Donc c'est un peu la limite de ces outils-là. C'est aussi une limite parce que même dans l'utilisation d'un conseil de quartier, c'est très restrictif aussi. Donc ça peut presque rendre le système inopérant. Donc au final, quand aujourd'hui on a l'arrivée du numérique, c'est une vraie opportunité de saisir ces nouveaux moyens pour faire appel aux citoyens et surtout avoir l'ambition de toucher une plus large partie des citoyens de la ville, un panel beaucoup plus large. L'ambition aussi, c'est de faire intervenir les citoyens à différents moments et à différentes étapes du projet. Finalement, les outils numériques vont nous aider à ne pas simplement solliciter les citoyens quand le projet il est presque décidé. Finalement, on a juste besoin d'avoir un avis sur le lancement ou sur une spécificité du projet. Ça peut être intéressant de les solliciter bien en amont et à différents stades du projet. Et l'avantage des outils numériques qui viennent compléter les outils institutionnels que l'on connaît déjà et qui sont déjà rodés et en place, eh bien, c'est de pouvoir les associer et ils sont vraiment complémentaires dans la démarche. Donc dans ces outils les plus connus qu'on va pouvoir aussi évoquer avec vous, il y a le budget participatif. Donc Léo va nous en parler tout à l'heure avec l'exemple concret d'Angers et son budget participatif. On a aussi les challenges Open Innovation que vous connaissez sans doute, que l'on voit fleurir dans pas mal de collectivités, qui viennent aussi solliciter un écosystème des fois de start-up, d'entreprises, de PME, d'étudiants aussi. Donc c'est aussi comment capter différentes strates de la population sur des thèmes ou des défis très particuliers. Il y a le questionnaire numérique que vous connaissez aussi peut-être, qui permet de recueillir l'avis des citoyens et de prioriser des fois des sujets sur lesquels on a l'ambition ou la ville a l'ambition d'aller. Mais avant même d'y aller, ce questionnaire numérique, c'est une façon de capter aussi l'avis du citoyen. Alors là, je vais laisser la parole du coup à Léo qui va nous parler du budget participatif. Merci Marie. Pour atterrir à Angers, je vais vous emmener sur un petit voyage en 5-6 minutes qui part de Barcelone, qui passe par Paris et qui arrive à Angers. Parce que le budget participatif d'Angers a été construit, c'est une réussite, on la doit surtout à son équipe au sein de la ville d'Angers qui est menée par Karine Mandin, que je salue. Mais c'est aussi un outil numérique qui est venu derrière et c'est mon rôle, c'est ça que je suis aussi venu apporter ce matin. Alors, très rapidement sur Open Source Politics, qui est la structure à laquelle je suis rattaché, on est une entreprise de 13 employés, on est basé à Paris, on a 3 ans d'existence et on a fait beaucoup de projets participatifs très différents, dans des assos, dans des entreprises, beaucoup de collectivités, d'acteurs publics, de l'État jusqu'à la petite ville, en passant par toutes les strates du millefeuille territorial. Le dernier petit projet intéressant de co-construction sur lequel on a été mobilisé, c'est la Convention citoyenne pour le climat, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Et donc notre rôle en tant qu'entreprise, c'est à la fois de venir, il y a un pilier conseil. On a vu plein de processus participatifs se construire. On vient redistribuer des billes, on vient conseiller les personnes avec qui on travaille sur comment établir un cycle de co-construction intelligent, pertinent. Il ne s'agit pas de demander l'avis à tout le monde si c'est au final pour choper une quinzaine de verbatim et que ça finisse sur une étagère. Ça, c'est pas intéressant et ça fera du mal à l'idée de co-construction dans son ensemble. C'est là qu'on a un apport. Et l'autre apport, c'est la tech. Nous, on vient mettre à disposition la plateforme Decidim qui a été créée à Barcelone. On appelle ça une plateforme. S'il y a des informaticiens dans la salle, on peut appeler ça un CMS de la démocratie participative. Et s'il y a des utilisateurs de réseaux sociaux, on peut appeler ça un Facebook politique. Petite vidéo de chaton en moins. Mais sinon, c'est la même chose. C'est un site, vous vous inscrivez et vous participez. Angers, aujourd'hui, ils ont une plateforme qui s'appelle écrivons.angers.fr. Je vous ai donné 2-3 stats sur la slide suivante. Retenez simplement que Angers, en 2 ans, ils ont construit 11 projets sur le volet numérique. Il y a aussi des projets qui sont
uniquement en présentiel, mais il y a 11 projets qui sont une alliance entre le présentiel et le numérique, parmi lesquels il y a 2 budgets participatifs qui ont une certaine renommée dans le milieu des budgets participatifs français et à l'étranger. C'est un très bon exemple d'hybridation entre le présentiel et le numérique. On a une équipe qui s'est donné les moyens de réussir et surtout qui s'est donné le temps d'apprendre et de s'améliorer. On a une première édition il y a bientôt 2 ans maintenant, avec à l'époque 6000 votants, une grosse campagne en présentiel avec des ateliers qui parfois ont servi à rien. On a rectifié le tir sur la deuxième édition. On a 4000 votants, 4000 angevins supplémentaires, ce qui est des stats relativement honorables pour une simple plateforme et pour une simple équipe de quelques personnes. Et on a ajusté le tir. On avait certains ateliers qu'on a supprimés, qu'on a remplacés. Par exemple, Angers est très connu dans le milieu des budgets participatifs pour sa caravane itinérante qui vient faire de la promotion, recueillir, aller chercher les citoyens là où ils ne sont pas. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui dans cette salle, a priori si vous êtes un événement French Tech, c'est que vous êtes tendanciellement plutôt à l'aise avec le numérique. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas plus de la moitié d'entre vous qui connaissent cette plateforme alors qu'on est à Angers. Ça veut dire que il y a vraiment un travail de présentiel, d'animation, et aujourd'hui vous êtes déjà submergé d'informations, on vous mobilise sur plein de choses. Donc de toute manière, si vous déployez un outil, vous pouvez avoir le meilleur outil numérique de la Terre, ça ne servira à rien. Il faut une grosse méthode derrière, il faut un vrai projet qui soit porté par des acteurs concrets, des relais concrets dans le terrain. C'est la démarche d'Angers, c'est ce qui font qu'aujourd'hui ils brillent dans le milieu des budgets participatifs. Et on va revenir sur d'autres éléments après, je pense. Ok. Bien, merci Léo. Effectivement, là, comme Léo le disait, l'enjeu pour une ville, c'est d'aller capter le plus de monde possible. Et en fait, on s'aperçoit que même en déployant, ce que dit Léo, une méthodologie, des moyens, aussi bien des ressources humaines, mais aussi un peu ludique, on parle de la caravane, là, du budget participatif, mais c'est effectivement essayer d'aller capter le plus fort nombre de participants pour s'assurer au bout qu'on ait une bonne représentativité dans les réponses et que le projet que l'on déploie soit bien en adéquation avec des besoins. Et ça, c'est vraiment l'enjeu en fait, auquel la collectivité doit s'attacher. Un autre exemple, alors c'est un exemple en Belgique, mais qui est assez parlant. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à capter 10% de sa population, ce qui est énorme en fait. C'est une petite ville, là, Marchand-Famenne, c'est 17 000 habitants. Ils ont quand même réussi à capter avec cette co-construction autour de leur place centrale, c'était réfléchir à l'aménagement de la place centrale d'un point de vue esthétique, mais surtout fonctionnel. Et ils ont réussi à capter 10% de leur population et à les mobiliser pour voter au travers d'une plateforme sur laquelle étaient disponibles des vidéos, des simulations 3D, enfin beaucoup d'informations. Mais c'est assez énorme, finalement, ces 10%. On s'aperçoit que ça reste quand même difficile d'aller capter l'intégralité d'une population. Donc, et on va pouvoir effectivement évoquer ce sujet-là, mais derrière, on pense bien sûr aussi à l'inclusion numérique, c'est comment est-ce qu'on donne accès à tous ces outils numériques à tout le monde, en fait. Donc, les outils numériques, tels qu'on les a aujourd'hui et qui sont à notre disposition, en fait, une des idées fortes, c'est de se dire que ces outils, ils ne viennent pas se substituer à des outils déjà en place, institutionnels. Ils ne viennent pas se substituer à la relation directe que peut avoir l'agent avec les citoyens, mais c'est bien un outil qui vient compléter un dispositif, un panel d'outils déjà en place. Ce qui est important, c'est d'utiliser, en tout cas d'essayer d'utiliser le bon outil au bon moment et de viser la bonne personne. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que la complémentarité des outils, le fait d'essayer de toucher différentes strates de la population à différentes étapes dans mon projet, fait que, au bout du compte, j'aurai sans doute une bonne représentativité dans la solution qu'on pourra imaginer parce qu'on aura réussi à capter pas mal de besoins et de refléter une bonne partie de la population. Quand on vient capter la vie aussi de la population, on vient capter la vie de l'individu en tant que citoyen, habitant, résident d'une ville, mais c'est important aussi parfois d'aller capter les avis des collectifs, comme les associations. Pourquoi ? Parce que l'individu, quand il répond, il va vraiment répondre son ressenti personnel, voilà, c'est très individuel, c'est pas forcément très bien argumenté, c'est vraiment ce ressenti, sa façon dont il voit la chose, alors que le collectif, l'association par exemple, elle va aussi permettre de capter une opinion, mais plus structurée, plus argumentée. Et ça, pour une collectivité, c'est important aussi de pouvoir appuyer finalement la position qui est adoptée
par l'association, qui peut aussi refléter la position du citoyen. Mais cette argumentation et le fait que l'argumentaire soit plus construit, c'est un outil aussi précieux. On est bien sur un objectif qui est d'imaginer une solution concrète, durable et qui réponde à un besoin. Donc dans ces outils aussi, on a d'autres types d'outils dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a les cahiers d'acteurs. Il y a eu des cahiers d'acteurs qui ont été utilisés pas très loin d'ici, en région Centre-Val de Loire, auprès de toutes petites collectivités, moins de 1500 habitants. On ne vient même pas chercher forcément des collectivités de taille moyenne ou de grande taille. Ce n'est pas des outils qui s'adressent uniquement aux grandes collectivités ou aux métropoles. C'est aussi des outils qui peuvent s'adresser à des toutes petites collectivités. Elles ont parfois des sujets de préoccupation très spécifiques sur le milieu naturel dans lequel elles évoluent. Ça peut être des sujets autour de la préservation aussi de leur écosystème local, d'une rivière, etc. Et d'avoir ces outils-là faciles à mettre en œuvre permet aussi à des toutes petites collectivités de capter l'avis de ses concitoyens et de bâtir ensemble des solutions. On a aussi les ateliers citoyens. Alors là, les ateliers citoyens, c'est co-construire en direct avec les citoyens une solution. Avant l'atelier citoyen, on peut aussi les solliciter sur les thèmes sur lesquels on peut travailler et les avoir un peu en atelier. Ensuite, c'est co-construire véritablement avec eux et de se mettre autour de la table pour décider ensemble. Donc voilà. Donc, hop, quand on voit tous ces outils finalement et qui permettent de travailler en amont de la sortie du projet, de la solution avec les citoyens, là on est vraiment dans un objectif de projet, c'est-à-dire que la collectivité s'inscrit dans un projet qui doit sortir. Mais finalement, est-ce que l'enjeu, c'est pas plutôt d'essayer de pérenniser cette interaction avec le citoyen et de faire en sorte que presque au quotidien, la collectivité arrive à capter l'attention de son citoyen, à lui livrer de l'information, mais surtout à ce que le citoyen lui remonte l'information. Pour ça, et on le voit bien de plus en plus, beaucoup de collectivités se mettent dans cette ligne directrice aussi. On a les réseaux sociaux sur lesquels s'appuyer, clairement. Les réseaux Facebook qui permettent aussi de publier de l'information et qui permettent de donner de l'info sur les événements, sur les conseils municipaux. On a des collectivités aussi qui publient en Facebook Live leurs conseils municipaux. C'est une façon aussi d'entretenir ce lien auprès de ces citoyens. On a, et surtout, et vous en avez en bas un bon exemple avec Plémoweb qui nous présente l'appli Vivre à Angers. On a aussi les applis d'implication citoyenne, où là, l'intérêt, il est double, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une descente d'information vers le citoyen, on est aussi vers une collecte de l'information par le citoyen. Le citoyen participe, devient acteur en remontant un signalement sur la chaussée. Une poubelle est renversée, je suis personne à mobilité réduite, ça peut poser un problème, donc je peux remonter l'information. Voilà, tout un tas de signalements divers et variés. Il y a pas mal de modules et d'options qui sont aujourd'hui proposés. D'autres villes l'utilisent, bien sûr. On parle là de Dunkerque avec Décaclic. À Paris aussi, on a d'autres outils qui sont plus orientés sur la végétalisation aussi, les espaces verts. Qu'est-ce que vous verriez ici d'installer? Et là, l'acteur devient, le citoyen devient véritablement acteur et décide avec la ville, finalement, des grandes orientations de petites actions qui peuvent demain impacter son quotidien. Donc, un des enjeux, on l'a vu, c'est utiliser le bon outil au bon endroit, finalement, à la bonne étape du projet pour essayer d'atteindre la population et les citoyens auxquels on souhaite s'adresser. Donc, il y a une vraie complémentarité dans ces outils. Ils ne se substituent les outils numériques ne se substituent pas aux outils déjà en place ou qui demain viendraient sur le marché, mais en tout cas, ils ne viennent pas se substituer à la relation avec l'agent. L'agent reste quand même le premier capteur du citoyen, de la vie du citoyen. Donc cet enjeu de pérenniser l'action et de faire en sorte que ce dialogue reste un peu constant, c'est clairement un enjeu aussi. Et puis on peut évoquer, on en parlait tout à l'heure avec Léo, de la mutualisation, parce que c'est un investissement pour une collectivité, ça. Se dire à un moment donné, je mets un budget participatif, ou je fais des sondages, ou je mets en place des questionnaires numériques, etc. C'est un investissement en argent, mais c'est aussi un investissement en temps. Pensez aussi à l'agent,
demain de la collectivité qui du coup va devoir traiter ce sujet que peut-être il ne connaît pas. C'est aussi un investissement de la part de la collectivité sur les agents. C'est vrai qu'on imaginait avec Léo tout à l'heure cette question de la mutualisation aussi entre collectivités. Et cette question de la mutualisation, elle est intrinsèque à la question que tu venais de mentionner de la pérennité des outils. C'est bien beau de se lancer sur des outils, mais dans une période où on vous appelle à plus de digitalisation en permanence, quelle garantie j'ai de rester souverain sur mon outil? Quelle garantie que cet outil ne va pas coûter le double de son prix dans un an? Tout à l'heure, j'ai dit que je vous ferais un voyage Barcelone-Angers en 5 secondes et je ne l'ai pas fait. Donc je me rattrape. Si je reprends l'exemple de l'outil qui est utilisé aujourd'hui par la ville d'Angers, il a été développé en 2016 par la ville de Barcelone. Initialement, Barcelone met, je dis initialement parce qu'il y a eu des ajouts depuis, à minima 3 millions d'euros sur la table pour se fabriquer leur Rolls-Royce de la participation citoyenne. Ils font le choix dès le départ de faire un outil open source, c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent public sur la table, le code doit être public pour que potentiellement d'autres acteurs publics puissent s'en saisir. Ils avaient fait ce parti pris pour que les villes de la banlieue de Barcelone et les villes de Catalogne en général puissent s'en saisir. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'il y a plus de 100 villes en Espagne qui se sont servies de l'outil dans l'année qui a suivi. Ils n'avaient pas non plus vu venir qu'il y avait une bande de rigolos à Paris qui allait aussi dire « Ah, votre outil, trop bien, nous on va le partager avec des acteurs publics ». En 3 ans, c'est plus de 40 acteurs publics en France qui utilisent Decidim, qui bénéficient d'un investissement initial public, certes pas français, mais public. Ce qui fait qu'on a des villes qui font 5000, 6000 habitants, dans la banlieue d'Orléans par exemple, qui se saisissent d'un outil qui coûte 3 millions d'euros. Ils n'auraient jamais pu se le payer en interne, ils n'auraient jamais pu le développer en interne. Et ça a été permis depuis le premier jour, par la dimension open source du projet. Le deuxième élément que personne n'a vu venir, c'est qu'ensuite il y a des villes comme Helsinki, Mexico City qui se sont lancées dans la démarche. Donc il y a une communauté qui fait boule de neige, qui grossit, et chaque fois c'est un peu plus d'acteurs qui est prêt à mettre un petit peu d'argent au pot en fonction de ses moyens, mais globalement tous les développements supplémentaires sont remis dans un tronc commun, et chacun s'en sert ou ne s'en sert pas si ça les intéresse pas. Mais globalement on a quelque chose qui est très contre-intuitif pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on développe un outil et on colle la recette dessus. C'est important parce qu'on ne parle pas de plateforme de musique, on parle de démocratie. Donc c'est important de regarder que dans les différents ingrédients de ma recette, il n'y a pas des cochonneries dedans. Et on parle de tech, on parle de données. L'open source, c'est la seule véritable garantie pour qu'on n'ait pas quelque part dans le code ce qu'on appelle un backdoor, c'est un petit endroit où on va se faire sortir de la donnée. Ça fait complotiste comme ça, mais c'est des choses qui sont arrivées dans le monde de la tech et de la civic tech en particulier. Donc je ne me base pas sur du vent. C'est une première donnée. Et le deuxième donné sur la pérennité, c'est que nous, demain, on met la clé sous la porte en tant que prestataire technique d'une collectivité. Le logiciel, il est toujours accessible. Nous, demain, on décide de faire payer 100 000 euros l'année. La collectivité, elle peut très bien dire on se passe de vos services, on l'installe sur notre serveur, on passe par un autre prestataire ou en interne, et on est souverain sur notre logiciel. Dans une période, je le répète, dans une période où on parle de digitalisation en permanence, où on invite les collectivités à se digitaliser en permanence, c'est extrêmement intéressant. Et pardon, j'ai un peu traîné, mais le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est ce que j'ai esquissé, cet aspect mutualisation des investissements. Dans un contexte de contraction budgétaire, c'est extrêmement intéressant que tout le monde bénéficie de l'argent public de tout le monde. Il est hors de question qu'Angers me commande un développement spécifique pour 20 000 euros pour le semestre prochain et que demain Nancy me demande la même chose et que je leur fasse facturer 20 000 euros également. Alors qu'on aurait pu diviser la note par 2 et faire coûter que 10 000 à chacun. Là, je prends un exemple avec 2 acteurs, mais dès lors qu'on est une communauté de 150 acteurs, ça fait des additions finales très réduites. C'est un schéma qu'on nous partage peu, c'est un enjeu qu'on nous partage peu, qui n'est pas un aspect clé dans nos réflexions, mais je pense que ça parlera aux collectivités. Très bien. Merci beaucoup, Léo. On avait juste une petite dernière question avec Léo. Vous avez des petits cartons rouges et verts, là, je crois, tous entre les mains. Et là, on va plutôt vous demander, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes acteur de votre ville? Est-ce que vous participez, ou en tout cas, vous avez le sentiment de participer à la construction de votre ville de demain? De toute façon, les rouges, ils n'osent pas mettre la main très haute. C'était pas le bon moment. Ouais, quand même. On est, vu d'ici, on est sur du 50-50. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre attention.